Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce café numérique, 14e édition, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et nous vous présenter toutes nos excuses pour ce retard accusé, faute de problèmes techniques liés à la connexion. Et ce café numérique est animé par Fleur Djenyonde, conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le thème qui sera débattu au cours de ce café numérique est le chef d'entreprise et le contrôle de la sécurité sociale. Il sera présenté par M. Apollinaire Tchentchen, directeur général par intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui fera une présentation d'environ 15 minutes, au terme desquelles nous passerons à la conclusion, aux questions-réponses, puis nous allons conclure. Je voudrais néanmoins nous rappeler quelques règles de conduite pour une bonne animation de ce café numérique. Seul celui qui a la parole active son micro afin d'éviter les interférences. À chaque prise de parole, vous vous présentez. J'invite donc M. Tchentchen à nous faire sa présentation. Monsieur Tchentchen, vous êtes en ligne? Je suis en ligne. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Vous me recevez? Très bien. Je suis Apollinaire Cadet Tchentchen, directeur général par intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale, donc animateur de cette séance. Bonjour, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. Je voudrais saluer toute l'équipe dirigeante de la CCIB qui, dans la mise en œuvre de la vision du gouvernement en ce qui concerne l'accompagnement, le soutien au secteur privé, fait un travail de qualité et cette démarche trouve un écho favorable auprès de mon institution. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, la CNSS se tient tout à fait à côté des hommes d'affaires pour de plus en plus les éclairer sur le service public de la sécurité sociale au Bénin. Pour en revenir au thème, le chef d'entreprise et le contrôle de la sécurité sociale. Quels sont les objectifs de cet échange? Pourquoi devons-nous parler du chef d'entreprise et le contrôle de la sécurité sociale? Parce que la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, gère le régime général de sécurité sociale mis en place en faveur des travailleurs salariés régis par le Code du travail. Et qui parle de travailleurs salariés régis par le Code du travail va parler du chef d'entreprise, donc des employeurs. Les ressources destinées au financement des prestations de sécurité sociale sont liquidées, calculées, liquidées et payées par le chef d'entreprise. Alors nous sommes dans un système déclaratif dont la contrepartie est le contrôle de la sécurité sociale que nous appelons ici dans notre jargon le contrôle employeur. Ce contrôle vise à assurer le respect de la législation en matière de sécurité sociale et à assurer l'exactitude des montants déclarés, des déclarations antérieurement souscrites par les employeurs, les chefs d'entreprise. L'intérêt de ce contrôle, c'est de garantir l'équité entre les cotisants, donc les chefs d'entreprise qui sont nos cotisants, nos principaux cotisants, de garantir l'équité entre eux en recherchant les infractions en matière de dissimulation d'emplois salariés, en consolidant les droits des travailleurs salariés sur le plan de la sécurité sociale, bien entendu, et
in fine, renforcer le jeu loyal de la concurrence. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre d'une gestion transparente de la sécurité sociale, il était important que la CNSS s'introduise dans le partenariat mis en place par la CCIB pour mieux expliquer la sécurité sociale, mieux expliquer la position que doit être celle de l'employeur chef d'entreprise face à ce contrôle de la sécurité sociale, afin d'éviter ce que je pourrais appeler trivialement le risque CNSS. Il ne faudrait pas que la CNSS devienne un risque, mais plutôt un accompagnateur de vos activités. Alors, quand on parle de contrôle employeur, nous en avons deux types. Contrôle de la sécurité sociale, il y a le contrôle sur place qui se déroule dans l'entreprise. Et c'est ce contrôle-là qui est le plus visible. Mais il y a aussi le contrôle sur pièce qui se déroule dans les locaux de la CNSS. Ce contrôle peut se muer en contrôle sur place lorsque le contrôleur de la sécurité sociale estime devoir venir dans l'entreprise pour avoir plus de renseignements, pour avoir plus d'éléments d'investigation. Donc, c'est pour cela que je me propose de vous parler de celui qui est plus visible, le contrôle sur place. Et j'imagine que cela va de l'intérêt des chefs d'entreprise, donc des employeurs, des cotisants, les recours du chef d'entreprise face au contrôle de la CNSS. Donc, ce sera le deuxième temps de cet échange. Alors, la procédure de contrôle sur place. Tout commence par l'envoi de l'avis de contrôle. C'est une lettre qui vous est déposée et qui vous donne au minimum 30 jours calendaires pour la première visite. Et dans cette lettre figure la date et l'heure de la première visite et la liste des documents que le chef d'entreprise doit préparer pour permettre au contrôleur de travailler. Pour l'essentiel, vous trouverez une liste ici qui n'est pas exhaustive. Il s'agit des documents sociaux, déclaration sociale nominative, bulletin et livre de paye, dossier du personnel, contrat de travail, la convention collective. Les documents comptables, les bilans, grands livres, balance comptable, etc. Les documents fiscaux, avis d'imposition, liasse fiscale, etc. Les documents juridiques, que sont les statuts de la société, par exemple. Nous avons les factures des sous-traitants et honoraires, les justificatifs de remboursement de frais, par exemple. Donc, et lorsque vous êtes dans un système de gestion informatisé, vous pouvez requêter ces informations que vous mettez à la disposition du contrôleur employeur. Ou le contrôleur employeur peut demander à faire des extractions sous votre contrôle de vos équipements, de vos ordinateurs, de votre système de gestion. Alors, là, déjà, il faut savoir que il est souhaité que le chef d'entreprise coopère, c'est-à-dire qu'il réponde à la visite, à la demande de visite, de contrôle. Mais si réellement il n'a pas le temps, par rapport à la première lettre, il peut solliciter un report de date. Mais dans tous les cas, il faut éviter de tomber dans une situation qui pourrait être qualifiée
d'opposition à contrôle qui est sanctionné pénalement par le Code de sécurité sociale. De la même façon, la production diligente des documents dont je viens de faire état est souhaitée pour ne pas tomber effectivement aussi sous le coup de cette infraction que le législateur a instituée, qui est l'opposition à contrôle. Alors, les différentes étapes du contrôle employeur, proprement dit. On commence naturellement par la prise de contact avec l'employeur, c'est-à-dire le chef d'entreprise, la collecte des informations, le rapprochement des informations relevées dans les documents avec celles contenues dans les déclarations que vous avez antérieurement souscrites. N'oublions pas que nous sommes dans un système déclaratif. Nous en venons là maintenant à la notification du rapport provisoire de contrôle. Ce rapport vous est communiqué et s'ouvre une phase alors de contradictoire. On vous laisse le temps d'opiner sur le rapport provisoire, d'apporter les éléments de justification par rapport aux faits, aux différents points qui ont été soulevés par le contrôle. Et suite à ça, on en vient à la phase 6e, qui est la notification du rapport définitif. Le rapport définitif clôture le contradictoire. Et après, c'est la mise en recouvrement des résultats, la notification des résultats définitifs et la mise en recouvrement du montant qui est éventuellement arrêté, les montants des redressements. Alors, ce qui est important, c'est de noter que le contrôle repose sur un dialogue permanent entre le chef d'entreprise ou ses représentants et le contrôleur de la CNSS à chaque étape. Je l'ai dit tantôt, il faut absolument éviter d'arriver dans une situation d'opposition à contrôle. Alors, le contrôle employeur peut se conclure par un redressement d'effectifs, un redressement d'assiette de cotisation. L'employeur, le chef d'entreprise a mal appréhendé l'assiette des cotisations. Par exemple, il n'a pas déclaré les primes qui s'ajoutent, toutes les primes payées aux travailleurs. Donc, le contrôleur va procéder à une réintégration de ces primes-là. Voilà. Donc, ou bien que tous les employeurs, tous les travailleurs qui sont à son service, tous les travailleurs salariés qui sont à son service n'ont pas été effectivement déclarés à la sécurité sociale. Là, il y a dissimulation de travail salarié. Ou bien que le chef d'entreprise considère que ceux qui sont à son service sont des prestataires. Mais au vu des circonstances de l'emploi et au vu des contrats, des documents produits, la sécurité sociale considère qu'il y a travail salarié, que nous sommes dans une situation de travail subordonné et donc procède aux réintégrations nécessaires. À ce niveau, j'aimerais que nous fassions attention à un certain nombre d'éléments. Le défaut d'immatriculation d'un salarié, et donc qui se traduit par le défaut de paiement des cotisations pour lui, pour son compte, constitue une infraction pénale. Surtout lorsque la part salariée a été précomptée. Le salarié contribue à sa sécurité sociale, notamment sur la branche des pensions. Donc, lorsque la part salariée ou ouvrière a été précomptée par l'employeur
par le chef d'entreprise et qui n'est pas reversé, cela constitue la rétention indue de précompte qui est sanctionnée pénalement. Nous avons assez parlé de l'opposition à contrôle, qui est une infraction. Et donc, il est nécessaire que les chefs d'entreprise que vous êtes, que vous ayez ces informations pour que la démarche partenariale que nous, du point de vue CNSL, nous souhaitons, soit bien vécue. Alors, nous entamons ainsi le deuxième moment de notre échange, de notre présentation, qui est le recours du chef d'entreprise. Face au contrôle et dans le contrôle, pendant le contrôle, le déroulement du contrôle, quels sont les recours qui s'offrent au chef d'entreprise? Pendant le contrôle, il faut avouer que c'est des cas rares, mais peut-être que les chefs d'entreprise n'exercent pas ce recours par méconnaissance, mais je vous apporte l'information que pendant le contrôle, vous avez 3 types de recours. C'est le recours sur le plan pénal. Lorsque l'agent, le contrôleur de la CNSS se comporte dans votre entreprise, pose des actes délictueux dans votre entreprise, vous avez le droit d'engager une procédure pénale à son encontre. Par exemple, le cas spécifique est celui-ci. Nos contrôleurs employeurs sont des agents assermentés et ils ne doivent en aucun cas et sous aucun motif révéler au public les informations dont ils ont connaissance dans le cadre du contrôle employeur. Ils ne doivent pas divulguer les secrets, les informations dont ils ont eu accès dans le cadre du contrôle employeur. S'ils le font, s'ils le faisaient, vous avez le droit d'exercer ce recours sur le plan pénal. Il y a le recours sur le plan civil. Cela va s'exercer sur la Caisse nationale de sécurité sociale en tant qu'organisme dont les préposés dont ces agents préposés se seraient mal comportés dans vos entreprises. Vous aurez porté des actes préjudiciables. Donc ça, sur le fondement des articles 1382 à 1384 du Code civil, vous pouvez exercer ce recours-là, cette action civile à l'encontre de la CNSS pour les faits commis par ces préposés. Là, il faudra rapporter le préjudice, qu'il y a effectivement un préjudice et qu'il y a évidemment, disons, le lien de causalité entre le préjudice et le comportement répréhensible, le comportement anormal posé par le préposé. Et nous avons les recours hiérarchiques, bien évidemment, puisque ce sont nos agents qui sont sous notre contrôle. Après tout, donc le chef d'entreprise est en droit de saisir les autorités de la caisse pour se plaindre de tel ou tel comportement de nos contrôleurs employeurs dans vos entreprises. Nous allons les recadrer et vous faire savoir le traitement qui a été fait de votre plainte. Et là-dessus, comme il s'agit le contrôle employeur CSS dans le cadre de l'action en recouvrement, vous pouvez saisir directement le directeur du recouvrement de la Caisse nationale de sécurité sociale. La direction du recouvrement est
au 3e étage de l'immeuble du siège de la caisse à Kadiaou, vous pouvez saisir directement le directeur général. Ce sont ces deux responsables qui répondent du recours hiérarchique que vous pouvez exercer par rapport à nos agents. Le recours contre le redressement. On a fini la phase du déroulement du contrôle. Maintenant, un redressement a été posé, vous a été notifié. Vous disposez d'un recours amiable. Ce recours a été institué par le Code de sécurité sociale en son article 128 qui dit exactement ceci: avant d'être soumise au tribunal, les réclamations formées contre les décisions de la Caisse sont obligatoirement portées devant la commission permanente du conseil d'administration. Alors, le rapport définitif qui clôture le contrôle et qui met à votre charge des redressements constitue une décision de la Caisse. Vous pouvez déférer, dans le cas de ce recours amiable, cette décision à la commission permanente du conseil d'administration. En pratique, vous n'avez pas besoin dans vos courriers de spécifier forcément la commission permanente. Vous écrivez au président du conseil d'administration. Vous pouvez adresser ce recours au DG. Votre lettre peut porter à monsieur le directeur général. Dès que nous lisons, nous réorientons au niveau de l'instance qui doit trancher. Toujours dans le cadre de redressement, nous avons l'action civile en recouvrement. Et le chef d'entreprise dispose d'un recours contre l'action civile en recouvrement. À ce niveau, nous avons l'octroi des délais de paiement. Lorsqu'un redressement vous est notifié, vous avez le droit de solliciter l'octroi des délais de paiement. Mais il y a des conditions. Il faut que vous représentez au directeur général de la CNSS, vous lui présentez des garanties jugées suffisantes. Cela veut dire quoi concrètement? C'est que la part précomptée, par exemple, sur le salarié doit être intégralement payée. Parce que, logiquement, cela n'est pas ne doit pas rester dans votre trésorerie. Cette part est prise directement sur le salaire, sur la paye du salarié. Donc, pour solliciter des délais de paiement, cette part précomptée sur le salarié est exigée immédiatement. Nous pouvons, dans le cadre de cet échéancier, demander, par exemple, des traites. Nous pouvons demander, par exemple, que vous domiciliez vos paiements, les paiements qui pourraient vous être faits dans le cadre d'un marché sur tel compte pour que nous soyons payés par priorité. Le deuxième recours, là, c'est l'opposition à contrainte. C'est l'article 27 du Code de sécurité sociale qui pose le principe de l'opposition à contrainte. Et là, nous sommes véritablement dans une action judiciaire. C'est-à-dire que le redressement vous est notifié, il n'y a pas eu de réaction. Et après, nous nous engageons le recouvrement forcé. Nous levons au tribunal une contrainte contre vous. Nous vous signifions par voie d'huissier cette contrainte
Et sur la base de cette contrainte, nous pouvons engager des opérations de saisie. À partir de ce moment, vous avez le droit d'engager une action d'opposition à contrainte qui doit intervenir dans les 8 jours de la notification de la contrainte devant le tribunal compétent. Le tribunal compétent, c'est le tribunal statuant en matière sociale, le tribunal du travail. Donc, c'est une procédure judiciaire que vous pouvez exercer. Et donc, le débat judiciaire va se faire au tribunal sur la réalité la réalité et l'exactitude de ce qui vous est réclamé en termes de cotisation suite à redressement. Vous avez le recours contre les sanctions civiles. Il faut savoir que lorsque les cotisations de sécurité sociale ne sont pas payées dans les délais, cette attitude, cette situation génère des majorations de retard qui sont liquidées automatiquement. Alors, donc, qui viennent s'ajouter au principal de la dette. Alors, vous pouvez demander ça au niveau de la caisse, lettre adressée au directeur général comme au président du conseil d'administration, mais c'est la commission permanente du conseil d'administration qui statue. Donc, vous adressez votre lettre, nous allons faire le travail et orienter devant l'instance qui est habilitée à en connaître. Vous demandez la remise des majorations de retard. Le conseil d'administration, du moins la commission permanente du conseil d'administration, au regard des éléments que vous aurez fournis, au regard de sa politique de gestion des majorations de retard, peut vous admettre en réduction ou en remise totale des majorations de retard. Alors pour cela également, vous devez, la condition, c'est que vous devez avoir fini de payer les majorations, les cotisations principales ayant donné lieu aux majorations. Ça, c'est la condition ici sur la remise de majoration. Il faut avoir payé les cotisations principales, le montant principal de la dette, avant d'être éligible à une remise de majoration de retard. Alors voilà l'essentiel des recours que vous avez dans le cadre d'un contrôle employeur. Je voudrais vous remercier de votre attention, de votre bonne écoute et de vous dire, rassurer, et c'est ça les images que vous voyez ici, que la CNSS et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la CCIB, se tiennent la main pour, mieux que par le passé, vous accompagner dans l'exécution, dans l'accomplissement de vos obligations légales. Je vous remercie. Merci, Monsieur Tchentchen, pour cette belle présentation. À présent, je voudrais inviter les chefs d'entreprise en ligne qui ont des préoccupations à présenter à poser leurs questions. Nous allons recevoir... Est-ce qu'il y a des opérateurs économiques en ligne qui ont des questions? Oui, madame. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Nous vous recevons. Merci de bien vouloir vous présenter. Moi, c'est Valentin Tohoni. Je représente la société ETE-SA. J'ai quelques préoccupations par rapport à la brillante présentation du DG-CNSS, que je remercie déjà d'ailleurs. C'est
ma préoccupation va au niveau, bien sûr, du contrôle de la CNSS et profiter aussi pour poser quelques doléances à travers cette occasion. Bon, Allez-y, cher monsieur. voilà. Par rapport au contrôle, bon, il y a quelques années, nous, on a suivi un contrôle. Il nous avait été reproché un certain nombre de choses. Je prends le cas des manutentionnaires, par exemple, qui ne sont pas régulièrement recrutés. Mais je suppose qu'un camion qui va livrer un distributeur, on voit les jeunes du quartier, on leur dit, bon, aidez-nous à décharger ce camion ou à charger ce camion et on vous donne quelque chose. Et qu'on justifie, étant donné que c'est une entreprise, qu'on justifie normalement à travers des documents. Mais la CNSS nous a reproché que normalement, on devait recruter ceux-là, les déclarer, juste le temps, les 2 heures qu'ils vont passer avec nous et les désembaucher aussitôt, ce qui est réellement compliqué. Mais on a tout expliqué et ils n'avaient pas voulu comprendre, on a dû payer. Maintenant, ma question est de savoir, étant donné qu'on n'a pas la liste nominative de ces agents-là, on ne les connaît même pas, il peut y avoir des Nigériens qu'on retrouve dans la rue, des jeunes qu'on retrouve dans la rue. À qui revient cette somme-là? Je précise que ce n'est pas une petite somme. À qui revient cette somme-là, monsieur le directeur? Parce qu'on ne connaît pas la liste exhaustive. Ma deuxième préoccupation, c'est, étant donné que c'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi, mais on peut se tromper de bonne foi. Mais les pénalités dont vous avez parlé en dernière position, si l'agent ou bien le chef d'entreprise arrive à prouver que c'est de bonne foi, il s'est trompé et qu'il demande la dispense de la pénalité, toutes les fois qu'on a eu à gérer des cas, même qui ne sont pas de notre entreprise, c'est que c'est un maximum de 70% on accorde. Pourquoi on n'accorde pas les 100% lorsque la bonne foi du chef d'entreprise est prouvée? La dernière préoccupation, c'est par rapport aux attestations qu'on reçoit de la CNSS pour divers dossiers. Depuis le 1er janvier 2020, vous êtes sans savoir que désormais on fait les déclarations en ligne pour les entreprises qui sont du régime réel. Mais grande est notre surprise lorsqu'on remarque que pour avoir l'attestation d'abord, on nous demande la liste nominative qu'on a déjà déclarée sur la plateforme des impôts. On nous demande les quittances, tout ce qu'il y a comme un document qu'il pouvait avoir. Donc, je voulais savoir, est-ce que entre la direction générale des impôts et la direction générale de la CNSS, il n'y a pas ce partage d'informations qui pourrait nous dispenser d'aller chercher toutes ces pièces-là avant d'avoir une attestation? Mieux, les entreprises qui sont au réel, qui font les paiements, qui sont pour la plupart, ont plus de 10 à 20 salariés, font des déclarations mensuelles. Et si on demande une attestation, on nous donne un délai d'1 mois. Et la procédure pour l'avoir étant parfois longue, juste on prend l'attestation, juste ça se périme. Donc, ceux qui font la TPS, qui font les déclarations tous les trimestres, ont toujours ce délai de 3 mois. J'aurais bien voulu que la direction générale de la CNSS revoie cette situation pour harmoniser ce délai-là pour toutes les entreprises, pour que ça soit au moins de 3 mois. Pour finir, je vais faire une petite doléance qui serait qu'on fasse ces genres de séances, qui serait aussi que la CNSS fasse des vulgarisations, des tests, des nouveaux tests, des anciens, pour pouvoir mettre les chefs d'entreprise au même niveau d'information. Merci bien, Monsieur Torosi.
Est-ce qu'il y a d'autres opérateurs économiques en ligne qui ont des questions à poser? Bonjour, madame. Oui, monsieur. Allô? Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, c'est Yonofon Célestin, le DRH du groupe Bolloré au Bénin. Je peux m'exprimer. Monsieur Yonofon, nous vous suivons. Ok, merci, madame. Voilà, je voudrais demander, merci déjà au DGA de la CNSS pour cette communication, le thème est bien intéressant. Je voudrais demander, dans le cadre de vos contrôles, concernant vos actions liées à l'utilisation des stagiaires, et quelles sont les suggestions que vous avez à faire à l'endroit des employeurs? Parce que la question des stagiaires est souvent délicate. Là, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'il y a des entreprises, par exemple, qui, à l'embauche, ne font pas vite la déclaration conformément au test. Ils peuvent attendre 2 mois avant de le faire, mais en temps, ils ont débuté le paiement régulier des cotisations. Et lorsque, par exemple, ils le font pour un salarié qui n'avait pas été déclaré, qui n'a donc pas un numéro d'immatriculation à la CNSS et qui quitte l'entreprise sans avoir obtenu ce numéro, que deviennent les cotisations versées? La troisième question, c'était juste à préciser de nouveau concernant... Donc, des majorations, faut-il d'abord payer et la comme quoi, de toute façon, généralement, c'est elle qui a... Allô? La question que je vais circuler, de façon, voilà, qu'on demande là, s'il vous plaît. Monsieur le fond, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Non, on au Canada. Est-ce que M. Nyorofon pourrait préciser sa dernière question? Oui, je voudrais demander, c'est par rapport aux sanctions civiles. Lorsqu'il y a des majorations à payer pour retard ou de paiement, vous avez demandé qu'il faut, dans le cadre du recours, d'abord payer les cotisations principales et les majorations. Je n'avais pas très bien suivi cela. Je voudrais demander si c'est les cotisations principales et les majorations qu'il faut payer d'abord ou bien le paiement des cotisations principales seul suffit. C'était ça la dernière question. Vous avez évoqué ça, mais je n'avais pas bien suivi. Vous m'avez reçu? C'est clair, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres opérateurs économiques en ligne qui ont des questions, s'il vous plaît? Monsieur Tchétchen, on vous prie de bien vouloir répondre aux différentes questions qu'on a pour l'instant. Très bien. Je voudrais vraiment remercier ceux qui sont intervenus, qui ont posé des questions très intéressantes. Voilà, donc je commence par la première. Monsieur Torosi parle des manutentionnaires. Alors, ce qu'il faut savoir, le régime général de sécurité sociale protège le travailleur salarié, quelle que soit la durée de son contrat, quelles que soient les modalités de son contrat, pourvu qu'on ait un travailleur salarié qui est régi par le Code du travail. Vous pouvez embaucher quelqu'un le matin
et à 15 heures, il s'en va. Il n'y a pas, le problème n'est pas dans la permanence du contrat ou dans la durée voilà, du contrat. Donc, les manutentionnaires sont des travailleurs salariés. Alors, donc, ils doivent bénéficier de la protection de la sécurité sociale. Parce que imaginez que lorsqu'ils étaient en train de faire ce travail de manutention, on ne souhaite pas, ils reçoivent une décharge sur leur corps en termes de un conteneur qui lâche, la porte d'un conteneur qui lâche, qui tombe sur eux. En ce moment, quelqu'un doit répondre de cette situation en leur offrant le remplacement, d'abord en réparant, en les aidant à recouvrer leur force de travail et en leur donnant un remplacement de revenus pendant qu'ils ne peuvent pas travailler. Et c'est là où la sécurité sociale intervient. Donc, la question ne se pose plus sur le fait qu'ils soient manutentionnaires. Alors maintenant, la liste nominative, c'est à vous, chef d'entreprise, de la fournir à la CNSS. Nous sommes dans un système déclaratif, c'est vous qui savez que vous utilisez X, Y, Z comme travailleur, vous payez les cotisations, vous faites la déclaration des cotisations, vous les payez, et la loi, c'est l'article 28 du Code qui dit que en justification des paiements de cotisations, l'employeur doit fournir à la caisse des déclarations nominatives. Parce que quand vous venez payer, par exemple, à la fin du mois, 1 million de cotisations, en fait, c'est pour qui vous avez payé. C'est pour cela que la déclaration nominative est nécessaire. Donc, s'il y a défaut de déclaration nominative, c'est que c'est déjà en soi une faute que le législateur sanctionne. Article 28 du Code. Mais rassurez-vous que nous pensons, nous entendons CNSS utiliser à fond ce partenariat que la CCIB nous offre. Nous allons revenir. Moi, aujourd'hui, je ne fais qu'un échange inaugural. Chacun des thèmes, chacun des éléments que j'ai développés ici peut nourrir les sanctions civiles. L'opposition à contrainte, ça peut faire l'objet d'une communication de 2 heures. L'opposition à contrôle, on peut en débattre. Donc, nous reviendrons sur les aspects thématiques, d'autres aspects plus précis. Donc, aujourd'hui, c'est pour déblayer le terrain, c'est pour donner quelques aperçus de notre code de sécurité sociale, notamment sur le contrôle employeur. Alors, donc, s'il n'y a pas liste nominative, c'est une situation en soi illégale, répréhensible. Donc, je vous prie de régulariser cette situation. Et là-dessus, on a déjà la plateforme avec les impôts, mais nous travaillons l'année prochaine. Vous pouvez le faire, il y aura une autre plateforme plus améliorée parce que la CNSS travaille à mettre en place toute une offre de services. Vous aurez plus de facilité à le faire. Donc, c'est à vous de produire la liste nominative. Alors, vous demandez, puisqu'il n'y a pas de liste nominative pour l'instant, et j'espère que vous allez produire cette liste, parce qu'il vous revient à vous de les produire, de nous les produire, que deviennent les sommes que vous avez payées? Ces sommes sont là. Parce que tôt ou tard, il y a quelqu'un qui viendra dire « J'ai travaillé dans telle entreprise dirigée par M. Torosi en 2018, en 2019, en 2020. » Il reviendra. Et il va faire appel à ces cotisations. Il va faire appel à ces paiements qui lui ont été faits. Voilà. Donc, ce ne sont pas des sommes perdues, ce sont des sommes qui sont là pour le service public de la sécurité sociale. Les majorations de retard, vous dites que vous en avez bénéficié, et fort heureusement pour vous, à hauteur de 70% seulement, et n'est pas à 100%. Alors, je voudrais dire là que la commission permanente du conseil d'administration a établi
une politique de remise avec des niveaux de paliers. Ça dépend du fait qui a généré le redressement. Si vous vous êtes porté vous-même à la caisse en disant « Ah, messieurs de la CNSS, j'ai engagé quelqu'un depuis 2 ans, je n'avais pas l'information, je viens d'avoir l'information. » Et vous dites aujourd'hui, en 2020, que vous l'avez recruté il y a 2 ans. Alors, on fait les réintégrations, cela génère forcément des majorations de retard pour les cotisations de 2018 que vous n'avez pas payées, qui sont importantes. Mais enfin, c'est vous-même qui êtes arrivé. Vous déclarez, vous faites connaître. Parce que malgré les efforts que la Sécurité sociale déploie, la Sécurité sociale ne peut pas mettre un gendarme derrière ou un policier derrière chaque Béninois, chaque employeur. Alors, donc, vous êtes venu de vous-même, cela est apprécié, cela est valorisé. Et le Conseil en tient compte pour la hauteur de la remise. Mais si c'est un employeur, c'est un chef d'entreprise qui se cache, qui a été démasqué, cela aussi s'apprécie dans la remise, dans la démarche, la politique de remise. Les déclarations tardives, les redressements, comment est-ce que si la mauvaise foi est établie également, et ça a aussi ses conséquences dans la gestion de la politique de remise. Donc, 70%, je crois que je peux me permettre de dire que vous êtes quand même un bon élève, vous êtes un bon élève, et je vous souhaite que que vous ne soyez plus dans cette situation de remise et que s'il devait en avoir, que vous ayez les 100%. En tout cas, j'ai noté, puisque le dossier fait l'objet d'une instruction de la direction générale, nous allons y travailler. Et je dois ajouter aussi qu'il y a des secteurs d'activité qui sont ciblés pour la mise en œuvre les secteurs de l'enseignement et autres là ne reçoivent pas les mêmes niveaux de remise que d'autres secteurs de production. Donc, les ONG, voilà, donc il y a aussi ces éléments qui sont pris en compte pour fixer les hauteurs de remise. Vous avez souhaité que nous fassions plus de vulgarisation. Oui, il y a toujours intérêt, il y a toujours une marge d'action à faire sur ce terrain-là. Mais nous le faisons. Nous organisons ici à la caisse, dans nos locaux, à la salle polyvalente, des séances d'échange avec les employeurs. Mais il y a lieu de regretter ceci que quand nous faisons les listes de présence, ce que les employeurs, les chefs d'entreprise nous envoient ne sont pas toujours des gens représentatifs. Ce ne sont pas des gens qui sont dans le commandement, le management supérieur de l'entreprise. Ce sont des salariés, de simples salariés, excusez-moi le terme, qui viennent poser des problèmes de salariés. Et ils viennent après nos explications, après nos communications, et ils orientent les débats sur les prestations. Parce que pour le travailleur, ce sont les prestations de sécurité sociale qui l'intéressent. Alors, nous aurions souhaité, à l'avenir, que à cette occasion, vous nous envoyez des gens représentatifs. De toutes les façons, nous, encore une fois, nous entendons nous appuyer sur le partenariat créé par la CCIB pour renforcer cette action de vulgarisation sur les tests de la sécurité sociale, sur nos pratiques, pour nous ouvrir davantage à vous, pas en termes de gendarmes, beaucoup plus en termes de partenaires d'accompagnement. Vous avez posé une question sur la déclaration en ligne. C'est vrai, nous avons quelques soucis. Vous savez, tout à l'heure, cette séance était prévue pour midi, pour 11 heures. La technique nous a lâchés, nous avons dû commencer avec un peu de retard.
Donc, c'est une expérience intéressante que nous sommes en train de mener avec les impôts sur la déclaration commune, impôt sur salaire et cotisation de sécurité sociale. Tout n'est pas encore bien huilé. Alors, lorsque il y a retard dans la transmission ou bien il y a le retard de notre niveau à accéder aux bases des impôts pour requêter les informations qu'il nous faut et que en même temps vous êtes en train de demander une attestation, c'est pour cela que nous vous dérangeons un peu. Vous voudrez bien nous en excuser. Nous nous dérangeons pour dire, ben, écoutez, fournissez-nous rapidement ces informations si vous les avez apportées demain. C'est vrai, vous avez raison, c'est des informations que nous devrions requêter dans la base de données que nous gérons avec les impôts, voilà, en partenariat. Donc, ce sont les raisons, mais nous y travaillons et je peux vous dire que mercredi prochain, j'ai provoqué une séance de travail avec mon collègue des impôts pour que les difficultés résiduelles que nous avons dans la gestion de cette plateforme-là, nous puissions les harmoniser et dans le sens de donner plus de satisfaction aux employeurs, cotisants, chefs d'entreprise que vous êtes. Alors, la question de la durée de validité des attestations. Quelle est la situation? La situation qu'on connaissait est la suivante. Il y a des employeurs qui sont des cotisants mensuels, ceux qui ont plus de 20 salariés. Et les employeurs qui sont des cotisants trimestriels, moins de 20 salariés. La situation était celle-ci. Lorsque vous êtes, nous sommes dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet, au 15 juillet, vous avez, si vous êtes mensuel, vous avez payé les cotisations du mois de juin. Si vous sollicitez une attestation aujourd'hui, l'attestation vous couvre jusqu'à la date d'exigibilité de la prochaine échéance de cotisation. Ce qui, théoriquement, vous donne 45 jours si vous êtes cotisant mensuel. C'est 45 jours. Parce qu'il y a le mois, mais il y a le 15 du mois, date butoir de paiement. C'est 45 jours. Alors, si vous êtes cotisant trimestriel, c'est-à-dire que pour le deuxième trimestre de l'année 2020, c'est-à-dire avril, mai, juin, vous êtes censé payer ça le 15 juillet. Alors, l'attestation que vous sollicitez au mois de juillet vous donne un délai de validité jusqu'à la prochaine échéance du trimestre suivant, ce qui vous donne plus de 105 jours. Voilà la situation qu'on vivait jusque-là. Alors maintenant, la déclaration commune impôts et CNSS rend théoriquement le paiement des cotisations mensuelles. Donc, tout le monde, nous sommes en train de faire une montée en charge progressive selon les possibilités de la plateforme. Tout le monde n'y est pas allé encore. Alors, mais la déclaration commune vise aussi à vous faciliter la vie de votre bureau. Vous pouvez tout faire. Donc, il est normal qu'un cotisant antérieurement trimestriel décide aujourd'hui de se mensualiser parce qu'il veut utiliser la plateforme, parce que pour entrer dans la plateforme, il faut être payeur mensuel. Alors, à partir du moment où il change, parce que c'est là que le problème se pose, ceux qui étaient trimestriels, qui donc bénéficiaient de ces 105 jours, rentrent maintenant dans un paiement mensuel et veulent continuer de bénéficier de 105 jours. C'est tout le problème. J'ai entendu ces cris. Quand on rentre dans un régime, on vit les éléments de ce régime.
si vous êtes rentré maintenant mensuel, vous allez vivre les éléments de la mensualité. Hein, de façon plate, basique, c'est ça. Mais j'entends ces cris de cœur. J'ai instruit mes équipes pour réfléchir, pour voir ce qu'on peut faire pour vous faciliter, parce que c'est le temps donné par les autorités publiques. Il y a nous travaillons à gagner des points dans le doing business, et donc il n'est pas question pour nous de constituer un frein au monde des affaires. Donc, c'est une préoccupation que j'entends, qui fait écho chez moi, et nous reviendrons sous peu sur les mesures que nous pourrions prendre dans le sens de vous faciliter la vie. C'est essentiel. Alors, je pense avoir épuisé les questions de M. Taouzien. J'en viens aux questions posées par M. Nionofou, qui pose une question bien intéressante sur les stagiaires. Alors, ça peut inspirer déjà le prochain thème, parce que c'est une question récurrente, effectivement. Alors, nous avons de façon classique deux types de stagiaires. Il y a les stagiaires académiques. Ils viennent, ce sont nos étudiants de l'ENEAM, de l'ENAM, des écoles, qui viennent faire des stages chez nous, dans vos entreprises, pour valider leur diplôme, pour pouvoir soutenir. Et maintenant, il y a des stagiaires professionnels. Alors, c'est là toute la question. Le stagiaire professionnel accomplit un travail et il doit être protégé. Il rentre dans le champ d'action de la sécurité sociale. Et le code a prévu pour ce stagiaire-là des dispositions spécifiques, comment on doit l'appréhender dans l'entreprise. Alors, le problème au niveau de nos employeurs, de nos chers partenaires cotisants, dans le cadre des contrôles, c'est de présenter souvent les stagiaires professionnels, stagiaires purement professionnels, comme des stagiaires académiques. Et ils nous disent, non, ce sont des stagiaires académiques. On dit, ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Produisez les lettres de recommandation des établissements d'enseignement supérieur qui vous les ont envoyées. Et on est incapable, on est dans la difficulté, dans l'incapacité de produire ce document. Alors, le contrôleur employeur redresse cela comme étant un stagiaire professionnel en bonne et due forme et établit les choses. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais on peut, je pense qu'il y a nécessité de faire une communication dédiée sur cela et clarifier à l'ensemble de la communauté des affaires la notion de stagiaire professionnel et de stagiaire académique. Alors, votre deuxième question rejoint à peu près celle posée par M. Taouzien qui parle du sort des cotisations pour quelqu'un qui a été embauché mais qui n'a pas été immatriculé, mais on paye les cotisations pour ce dernier. D'abord, il faut comprendre que c'est une situation qui légalement n'est pas normale. Et ça, je vous conseillerais vivement de procéder à la déclaration de vos travailleurs. Le code vous donne 48 heures. Les tests vous donnent 48 heures. Et ça va dans votre intérêt. Imaginez un travailleur qui au premier jour ou au deuxième jour de son travail, de l'exécution de son contrat de travail, fait un accident du travail, alors que vous ne l'avez pas déclaré à la CNSS. C'est une situation bien compromettante pour vous. Donc, il est de votre intérêt de régler ces situations très rapidement et je puis vous annoncer ici qu'il y a un service dédié au niveau du recouvrement, troisième étage du bâtiment,
Et très bientôt, nous allons le positionner dans le rôle de la caisse pour éviter que les gens prennent les ascenseurs ou les escaliers, pour qu'on vous aide à remplir les déclarations. On vous explique, il y a un service pour cela. On vous aide à remplir cette fiche de déclaration-là, à comprendre le fonctionnement de ces formulaires, et que nous allons d'ailleurs mettre sous peu en ligne. Donc, le conseil, c'est de vite déclarer. Les cotisations payées ne sont pas perdues. Nous les élaguons dans un compte d'attente en attendant de le positionner sur les bons noms. Alors, majoration de retard, oui. Il faut savoir que la déclaration tardive de cotisation entraîne majoration de retard. Donc, vous êtes en face d'une dette globale décomposée en cotisation principale, dette principale et en majoration de retard. Et je vous dis que vous avez un recours de demande de remise de majoration de retard. Et la condition, c'est qu'il faut nécessairement finir de payer les cotisations principales pour pouvoir être éligible à la remise des majorations de retard. D'ailleurs, c'est ça qui montre votre bonne foi au niveau du conseil d'administration qui instruit, qui doit apprécier le dossier après. Donc, j'espère avoir été clair sur ce dernier point. Il faut finir de payer intégralement les cotisations principales. Et donc, vous avez cotisation principale 0, vous avez majoration de retard 1 million, 10 millions. Nous allons défendre le dossier devant notre conseil pour que vous soyez admis en remise de majoration. Maintenant, la hauteur, c'est l'intimité du conseil qui définit cette hauteur de remise. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Tchin-Tchin. J'espère que les opérateurs qui ont posé des questions ont trouvé réponse à leurs différentes préoccupations. Est-ce qu'il reste un autre opérateur économique en ligne qui a des préoccupations? Oui, j'ai une préoccupation, s'il vous plaît. Allô? Oui. Allez-y. Oui, monsieur, merci de bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Noroyan. Allô, vous me recevez? Oui, nous vous recevons, monsieur. Je suis Noroyan Raoul Lekele de la société Scienti. Je vous remercie ce canal que vous avez mis à disposition pour nous partager les informations par rapport aux déclarations. Ma première préoccupation est plutôt une doléance. Si l'enregistrement de cette émission a été fait, si vous pouvez le mettre à disposition de ceux qui ont suivi, ça nous permet au fait de revoir peut-être les aspects qu'on a échappés du fait des problèmes de connexion et autres. Et ma deuxième préoccupation, ça concerne l'enregistrement, la déclaration d'un travailleur un peu particulier. Dans notre cas, c'est une entreprise de moins de 10 personnes, de 10 salariés. Et c'est fait qu'on a eu quelqu'un qui, entre-temps, était enregistré, était déclaré. Et puis, il a laissé, ça c'est depuis les années 2000, ça fait plus de 15 ans qu'il n'a plus travaillé. Et puis, après, actuellement, il est venu chez nous en tant que gardien, mais il a déjà carrément dépassé la cinquantaine. Et je voudrais savoir si c'est toujours possible de le remettre dans le cadre d'une cotisation sociale ou comment est-ce que ça se fait. Et enfin, je voudrais demander s'il y a un canal direct avec la CNSS qui peut nous permettre de faire des demandes de renseignement ou d'éclaircissement à distance pour éviter les déplacements aussi. Et une dernière préoccupation, c'est au niveau de l'accessibilité de la plateforme que vous avez mise en place. J'ai remarqué que le chat, pour poser des questions, au lieu d'attendre forcément que l'intéressé finisse, il peut y avoir un canal où les gens peuvent poser les questions par écrit pour ne pas bloquer ceux qui sont en train de partir. Parce que les idées, ça vient et bon,
ça, c'était la dernière suggestion. Merci pour votre écoute et je m'en arrête là, s'il vous plaît. Merci bien, Monsieur Nourion. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises en ligne qui ont des questions? Allô, bonjour. Oui, allô. Madame, Oui. merci de bien vouloir vous présenter. Kojori d'Almeida de Bénin Contrôle. Bonjour, Monsieur Tchétchien, bonjour à tous. En fait, je remercie Monsieur Tchétchien pour la présentation et la clarté de ses explications. En fait, je veux profiter de l'opportunité d'avoir le DG en ligne pour poser une question qui va peut-être légèrement déborder du thème, mais qui est quand même un peu dans le même sens. Je voudrais que vous nous parliez en quelques mots de la cotisation sociale au niveau du secteur informel. En fait, je veux parler en fait, quelle est la gestion de la cotisation sociale que l'employeur doit avoir vis-à-vis de ses employés travailleurs de maison? Travailleurs de maison, je veux parler des gardiens, des agents d'entretien, puisque souvent, quand on parle de chefs d'entreprise, on voit, au premier lieu, on voit la société établie. Mais bon, du côté informel, quelle est la gestion qu'on peut avoir de ces travailleurs-là? Je vous remercie. Merci bien, Madame d'Almeida. Est-ce qu'il y a d'autres opérateurs économiques qui ont des questions? Trinity Sall, vous avez une préoccupation? Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vouloir vous présenter. Allô? Allô? Allô, monsieur. Merci de bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je suis Mathias Padono de l'entreprise Force Internationale. Ma coopération, elle est toute simple. Quel est le sort? Je peux continuer? Allô? Je peux continuer? Vous pouvez continuer. Nous avions un employé qui a fait 3 ans. S'il vous plaît, monsieur, pardonne-nous seul à la parole. Les autres, merci de bien vouloir couper votre micro. Donc, si tu as Monsieur, pardonne-nous, vous pouvez continuer. Allô? Ah, vous nous avez quittés. Est-ce qu'il y a d'autres opérateurs en ligne qui ont des questions? Allô, vous Sinon, recevez? Oui, allô? Allô, c'est Mathias Padono. Oui, monsieur Padono, c'est bon, on vous reçoit. Je demandais tantôt quel est le sort que la CNSS réserve aux employés qui ont fait 3 ans de service régulièrement déclarés à la CNSS et qui aujourd'hui sont aux arrêts pour faute de maladie. Nous avons un tel cas, nous avons connu un tel cas récemment. Le monsieur, il a eu quelques soucis de maladie et il est invalide actuellement. Mais entre-temps, il était régulièrement déclaré à la CNSS et il n'a fait que 3 ans de service. Quel est le sort que la CNSS réserve à de pareilles situations? Je vous remercie. D'accord. Merci bien, monsieur Padono. Je crois qu'on va s'en arrêter là pour les questions. Monsieur Tchétchien, merci de bien vouloir répondre aux opérateurs économiques. Très bien, merci madame. Je voudrais encore une fois les remercier pour l'intérêt que le sujet, le thème de notre échange suscite. Alors, monsieur Noutiédé, c'est les doléances, hein? L'enregistrement de l'émission. Moi, je peux lui dire que le PowerPoint de la présentation sera mis à la disposition de la CCIB pour ceux qui voudraient en prendre connaissance. Je laisse à la communauté
des hommes d'affaires mon contact. Je suis joignable au 60 24 55 55 pour des préoccupations particulières. Alors, un travailleur qui est âgé de plus de 50 ans, qui était dans le système, que voulait reprendre, il n'y a aucun problème. Lorsque il avait été déjà déclaré par un précédent employeur, chef d'entreprise, et que vous le reprenez après, vous n'avez qu'à faire ce qu'on appelle une prise en charge. C'est-à-dire que vous venez à la CNSS, vous nous déclarez qu'il est désormais à votre service. De toute façon, s'il est dans le système ici, dès que nous allons introduire son nom, le système va l'identifier. Et nous allons le rattacher à vous désormais comme étant son employeur. Il n'y a aucun problème. Et puis, votre question appelle une précision. Nous sommes dans le système privé. La CNSS gère un régime des privés. Et les travailleurs salariés, c'est vrai, la loi a fixé arbitrairement, enfin, qu'est-ce que je dis? Pas arbitrairement, la loi a fixé de façon, ce n'est qu'indicatif, la retraite à 60 ans. Mais il n'est pas dit que vous devez sortir quelqu'un forcément à 60 ans. Si vous avez un travailleur qui est en forme, qui peut tenir, qui souhaite travailler, au-delà même de 50 ans, de 60 ans, vous le gardez. Et tout ça là a un traitement au niveau de la sécurité sociale. Alors, reprenons le cas de monsieur qui a 50 ans. Il avait travaillé quelque part. Donc, il est connu dans le système. Il a 50 ans aujourd'hui. Vous voulez travailler avec lui, mais vous pouvez l'embaucher. On fera la prise en charge. On va le relier à vous comme étant son employeur. Vous allez payer les cotisations. Il a 50 ans aujourd'hui. Le jour où il se sentira fatigué ou déjà à 60 ans, s'il souhaite partir à la retraite, il n'y a pas de problème, il dépose son dossier. Une chose est sûre, dans l'instruction de son dossier, on va faire le point des années de cotisation. Ici, à la CNSS, les périodes dans la détermination d'une pension de retraite, par exemple, les périodes validables sont les périodes accomplies de 18 ans à 60 ans. C'est ça que nous validons pour... Et pour avoir droit à une pension de base, aujourd'hui, dans les paramètres d'aujourd'hui, il faut avoir cotisé à la caisse pendant 180 mois, ce qui correspond à peu près à 15 ans de cotisation. Alors, lorsque quelqu'un parvenu à 60 ans a au moins 15 ans de cotisation, il a droit à une pension. Il est rentré dans la sphère des pensionnés. Mais lorsque, à 60 ans, on évalue toute sa vie professionnelle, on se rend compte qu'il a moins de 15 années de travail et de cotisation, alors il n'a plus droit à une pension, mais il a droit à ce qu'on appelle une allocation de vieillesse. C'est un paiement unique. Ça, c'est règle de calcul. Donc, rien ne vous empêche d'engager quelqu'un aujourd'hui à 50 ans. Ce n'est pas comme à la fonction publique où il y a un âge d'entrée, forcément. Vous pouvez recruter quelqu'un même à 58 ans. Il fait 2 ans chez vous, il a 60 ans, il souhaite partir. Ça vaudra la prestation que ça vaudra en sécurité sociale. Voilà. Le canal de communication, je viens de vous donner mon numéro. Vous pouvez joindre à la caisse à l'adresse www, disons w 3 fois, hein, .cnss.bj. Laissez toutes vos suggestions, toutes vos requêtes. On vous répondra diligemment. En tout cas, nous y mettons un point d'honneur. Alors, Madame Dalméda, que je salue au passage,
a posé une question intéressante. Alors, les gens de maison ne sont pas de l'informel, madame. L'informel, c'est tout autre chose. La CNSS ne gère pas l'informel. La CNSS gère les travailleurs salariés soumis aux dispositions du Code du travail. Ils sont connus. Le Code même a dit du secteur structuré. Donc, ce sont des gens connus, rattachés à des employeurs connus. Et effectivement, vous faites bien de le dire que quand on parle d'employeurs, de salariés, on pense à une grosse boîte. Non. Celui qui utilise les services d'un gardien, d'un chauffeur, le personnel domestique est également un employeur. Et ces gens n'échappent pas, n'ont pas un régime dérogatoire. C'est le même régime, ils sont assurés aux mêmes conditions que les travailleurs d'une entreprise classique. Donc, cela suppose quoi? Que les taux de cotisation sont les mêmes. Je voudrais les rappeler ici. Nous gérons 3 branches de prestations. La branche des pensions, c'est celle qu'on connaît le plus. Donc, destinée à donner un revenu de remplacement à un travailleur qui n'est plus en âge de travailler. Cette branche également sert des pensions d'invalidité et la notion d'invalidité, nous allons la préciser. Et cette branche également sert des prestations aux survivants en cas de décès du travailleur, ses ayants droit, c'est-à-dire le conjoint survivant et les enfants survivants ont une pension de survivant si les conditions de cotisation sont remplies. Alors, donc, cette branche est tarifée à 10%. Donc, même pour le gardien à la maison, ce sera 10% de son salaire brut. Et 10%, il faut retenir que le travailleur lui-même participe à sa retraite. Lui-même doit participer à sa retraite future. Donc, sur les 10%, l'employeur, le chef d'entreprise, ne débourse que 6,4%. Et le travailleur lui-même, la part ouvrière, c'est 3,6%. Ça, c'est pour la branche des pensions. Nous avons une seconde branche qui est celle des prestations familiales. La famille. Le législateur social a voulu protéger la famille. Donc, c'est au titre de cette branche qu'il y a la fameuse VICOE que tout le monde aime, les allocations familiales. Cette branche est tarifée aujourd'hui à 9%, entièrement à la charge de l'employeur. Ces 9% sont calculés sur le salaire brut du salarié. Donc, pour le gardien, le personnel domestique, ce sera la même chose. Notre troisième branche, c'est celle des risques professionnels, c'est-à-dire les accidents du travail et des maladies professionnelles. Alors là, le taux varie de 1 à 4% selon la dangerosité du secteur d'activité. Nous avons une grille à cela qui est bien intégrée, informatisée. Dès que vous mettez la raison sociale, vous mettez les activités de l'employeur dedans, ça vous impute le taux. Donc, vous comprendrez que les BTP sont lourdement tarifés à 4%. L'énergie, donc la SB2E, par exemple, voilà. Donc, le commerce général et autres, là, c'est 2%. En tout cas, les taux sont bien connus et bien... Donc, le personnel de maison ou les bureaux, les agents de bureau et autres, là, les salariés de bureau, on suppose, on estime qu'ils ne sont pas trop exposés. Eux, ils sont à 1%. Donc, Madame Dalméda, si on doit nous résumer, c'est que pour votre personnel domestique, ce serait 10%, plus 9%, plus 1%, ça fait 20%. Voilà.
le tout appliqué au salaire brut du concerné. Alors, le sort du travailleur qui a travaillé 3 ans et qui est devenu invalide. Alors, d'abord, qu'il a qualifié d'invalide parce que nous avons une prestation d'invalidité. Il y a une pension d'invalidité. Alors, c'est quoi l'invalidité? L'invalidité, c'est la situation de celui qui a perdu ses capacités de travail, capacités intellectuelles, physiques, psychiques, à hauteur de 66%. Il a perdu 66% de ses capacités de façon prématurée, c'est-à-dire avant l'âge d'admission à la retraite, et pour une raison d'origine non professionnelle. Parce que si l'invalidité résulte d'un accident professionnel, alors le traitement sera au titre de la branche des risques professionnels. Donc, il faut que ce soit d'origine non professionnelle. Concrètement, c'est quoi? On a un salarié qui fait une hypertension et qui se dénoue par, on ne le souhaite pas, par une paralysie. Celui-là est invalide. Et son médecin traitant doit constituer un dossier pour lui. Ce dossier passera devant le médecin conseil de la CNSS pour la détermination, d'abord pour apprécier le caractère, la situation d'invalidité et déterminer les taux d'invalidité. Et lorsque tout ceci est établi, moyennant maintenant les conditions de cotisation, parce que nous sommes, ne l'oublions pas, dans un système contributif, il faut avoir cotisé au régime avant de prétendre à une prestation. Donc, moyennant les conditions spécifiques, parce que les conditions ne sont pas strictement les mêmes pour la pension de vieillesse normale que pour la pension de l'invalidité, alors votre travailleur pourra être éligible à une pension d'invalidité. Alors, l'invalidité ne serait pas ce que vous-même vous avez constaté chez vous et que vous l'avez mis peut-être, vous lui avez donné. Et c'est ça. C'est-à-dire, il ne vous revient pas, ce n'est pas de la pitié, il ne vous revient pas de chercher à le supporter. Puisque vous l'avez engagé, il travaille pour vous, vous avez payé des cotisations pour lui à la CNSS. Quand une situation se pose, vous revenez à la CNSS pour instruire un dossier. Si les conditions ne sont pas remplies, on vous dira que les conditions ne sont pas remplies. Si les conditions sont remplies, il n'y a pas de raison qu'on ne lui détermine pas, on ne lui donne pas la prestation correspondante. Voilà, chers partenaires, je voudrais dire, du monde des affaires, ce que je pense répondre à vos en réponse à vos préoccupations. Et vous dire encore une fois que la CNSS reste et restera à votre écoute, utilisera beaucoup plus les moyens, cette facilité que la CCIB nous offre pour davantage vous éclairer. Madame de la CCIB, si vous le voulez, on peut mettre quelques des exemplaires du Code de sécurité sociale à votre niveau, à la CCIB, pour que vous le mettiez à la disposition de nos opérateurs économiques. Voilà comment je pense conclure cet échange, encore une fois intéressant. Merci. Merci bien, Monsieur Tchétchen. Oui, on souhaiterait vraiment avoir le Code de la sécurité sociale à notre niveau. Ça sera fait dans la semaine qui commence lundi. D'accord, merci bien. Et chers opérateurs économiques, Monsieur Tchétchen vient de promettre qu'il nous transmettra la présentation PowerPoint qu'il vient de donner, ainsi que le Code de sécurité sociale. Donc, pour toute information, veuillez bien vouloir nous contacter
à nos différentes adresses. Merci. Alors, Monsieur Tchentchen, nous vous remercions pour cet apport et d'avoir répondu convenablement à nos différents opérateurs économiques. Chers opérateurs économiques, nous vous remercions d'avoir suivi et participé avec engouement à ce café numérique. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain pour un nouveau café numérique. Merci bien. Merci à vous, merci à tous et bon week-end à tous.